Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. Au Nigeria, la justice ordonne le report de l'élection des gouverneurs et des députés locaux prévue le 11 mars au samedi 18 mars. Une décision nécessaire pour achever la reconfiguration des machines utilisées lors de la présidentielle, selon la commission électorale. En Tunisie, le président Kais Saied se défend de tout propos raciste contre les Africains subsahariens vivant dans son pays. Devant Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO en visite à Tunis, Saied a déclaré que les Africains présents dans son pays sont des frères. Et en France, la mobilisation contre la très controversée réforme des retraites se poursuit, et ce malgré l'adoption de l'article 7 qui prévoit l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Depuis mardi, les éboueurs, les agents de la RATP et de la SNCF annoncent des grèves reconductibles. Il n'y aura pas d'élection de gouverneurs ni de députés locaux comme prévu ce samedi au Nigeria. La justice a décidé de les repousser d'une semaine en raison d'une décision de justice tardive et après des accusations de fraude massive. Mathieu Nicolas pour les détails. Quand un problème de machine vient chambouler le calendrier électoral nigérian. Quelques jours après les élections présidentielles nigérianes, les nombreux retards et problèmes techniques pendant le scrutin ont provoqué la méfiance d'une partie de l'opinion. L'opposition, qui conteste toujours les résultats, demandait une enquête sur les machines. Elle avait saisi la justice. Elle a finalement été déboutée. Mais la réponse tardive de la justice nigériane a contraint la commission électorale indépendante, l'INEC, à décider de repousser d'une semaine les élections des gouverneurs et députés locaux, initialement prévu samedi. La commission a pris la décision difficile mais nécessaire de reporter les élections au poste de gouverneur et à l'Assemblée d'État qui auront désormais lieu le samedi 18 mars 2023. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Utilisées au plan national pour la première fois la semaine dernière, les machines BVAS font beaucoup parler d'elles. Ce système était censé transmettre électroniquement de manière fiable les résultats du scrutin, mais l'expérience a tourné presque au fiasco. Retard, problèmes techniques, l'INEC souhaite avoir suffisamment de temps pour sauvegarder les données de la présidentielle contestée, stockées sur les BVAS avant de démarrer une nouvelle élection. Il est nécessaire de s'assurer qu'il y a suffisamment de temps pour sauvegarder les données stockées sur les plus de 176 000 machines BVA des élections présidentielles et de l'Assemblée nationale du 25 février 2023, puis de les reconfigurer pour les élections des gouverneurs et de l'Assemblée d'État. Pour certains électeurs et partis d'opposition, les défaillances techniques ont permis la manipulation des voix lors du scrutin présidentiel. D'ici le 18 mars, nouvelle date pour l'élection des gouverneurs, les 176 000 machines d'accréditation électorale qui seront utilisées seront réinitialisées. En RDC, le tribunal militaire a requis la peine la plus lourde contre les 6 présumés assassins de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Le diplomate, son chauffeur et son garde du corps avaient été tués en février 2021 alors qu'ils se rendaient au Nord Kivu dans un convoi du Programme alimentaire mondial. Mathieu Nicolas. Dans la salle d'audience du tribunal militaire à Kinshasa, les accusés écoutent attentivement le réquisitoire du procureur. La peine requise à leur encontre est maximale, ce sera la mort. Les hommes dans le box des accusés sont désignés comme les assassins de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Pour le prévenu Chimi Manamarco Prince, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 20 ans pour détention d'armes et munitions de guerre, à la peine de mort pour meurtre. L'affaire remonte à février 2021. L'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, est tué après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du Programme alimentaire mondial dans lequel il circulait avait été pris dans une embuscade au nord de Goma. Son garde du corps italien et un chauffeur congolais avaient aussi été tués. Depuis octobre 2022,
5 des 6 suspects sont jugés par le tribunal militaire de la capitale, Kinshasa. Il plaise à votre tribunal de Seigneur de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge de ceux-ci devant prévenir, à savoir l'association de malfaiteurs, la détention illégale d'armes et munitions de guerre et le meurtre. Les avocats de la partie civile ont eux aussi demandé une réparation de 60 millions d'euros au titre de préjudice moral et matériel. Mais les accusés continuent. Et nos clients, durant les audiences précédentes, ont toujours plaidé non coupables. Donc ils ne reconnaissent pas ces faits et que c'est à tort que le ministère public vient de requérir la peine de mort à leur charge. Après les réquisitoires et plaidoiries des parties civiles, les avocats de la défense ont jusqu'à samedi pour obtenir un meilleur sort à leurs clients. Le verdict sera ensuite mis en délibéré. Et une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU effectue une visite de travail à compter de ce jeudi jusqu'au 12 mars en République démocratique du Congo. Objectif principal, évaluer la situation sécuritaire dans le pays et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Parallèlement, mercredi, l'ONU a annoncé que plus de 20 000 personnes ont été déplacées au Nord Kivu à la suite des affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé du M23. On écoute Farhan Haq, le porte-parole de l'ONU. Plus de 20 000 personnes ont été déplacées au Nord Kivu, dans l'est du pays, au milieu des récents affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé M23. Au cours de l'année écoulée, plus de 800 000 personnes ont été touchées par la reprise des combats entre les forces congolaises et le M23 selon les autorités et nos collègues humanitaires. Nous rappelons toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire, à protéger la population civile et à sécuriser l'accès aux populations ayant besoin d'aide humanitaire. Au Gabon, un naufrage d'un ferry au départ de Libreville pour rejoindre Port-Gentil a fait au moins 2 morts et 28 portés disparus. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les premiers rescapés sont arrivés en fin de matinée à bord de pirogues à moteur, de barges ou de navires de la Marine nationale à l'embarcadère du port Molle, d'où était parti le ferry, avec 151 passagers à son bord. Le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, le ministre de l'Intérieur Lambert-Noël Mata étaient encore sur place à la mi-journée. Une enquête a été ouverte. Et au large de la Tunisie, une embarcation transportant près de 70 passagers a coulé au large de Sfax dans la nuit de mercredi à jeudi. 54 personnes ont été secourues. Ce naufrage survient au moment où de nombreux migrants de pays d'Afrique subsaharienne cherchent à quitter la Tunisie après les propos du président tunisien Kais Saied contre l'immigration clandestine. Et en Tunisie, toujours, Umaro Sissoko Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, était en visite dans le pays hier. Il a rencontré à cette occasion Kais Saied, le chef d'État tunisien. Au cours de leur discussion, les deux hommes ont abordé la situation des migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Face à l'indignation suscitée par son discours, Kais Saied a tenté tant bien que mal de défendre son pays. Soules Bey. Rétropédalage pour Kais Saied. Le 21 février, le président tunisien affirme à la télévision que la présence de hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes dans son pays. Des déclarations qui provoquent un tollé. Accusé de négrophobie et de racisme, il aura fallu attendre plus de 10 jours pour que le président Kais Saied revienne sur ses propos. Cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Mardi, lors d'une entrevue avec le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, le président tunisien a décidé de jouer la carte de l'apaisement. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec
un certain nombre d'États africains. Hasard du calendrier ou pas, le démenti du président tunisien intervient au lendemain des sanctions de la Banque mondiale de geler tout futur financement de la Tunisie en raison des conséquences désastreuses de la déclaration du président. Il y a l'État tunisien, il y a la légalité tunisienne, souveraine, concernant le statut des étrangers, malgré que ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je crois que n'importe quel pays n'acceptera pas qu'il y ait des juridictions parallèles aux juridictions de l'État. L'Union africaine avait condamné des déclarations choquantes, appelant les pays membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Et plusieurs pays ont dû organiser à la hâte le rapatriement de leurs ressortissants. Quel rôle a joué la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971 ? C'est tout l'objet de la commission mise en place et dont les travaux ont été lancés vendredi dernier par l'historienne française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blik Bassi. Une commission d'enquête que le président français avait appelée de ses vœux en juillet dernier sous l'Asbey. Ils se réunissent afin d'explorer les archives d'un lourd passé. 15 historiens de France et du Cameroun feront partie de la commission mémorielle instaurée afin d'examiner l'histoire coloniale franco-camerounaise, à l'image de celle mise en place pour le Rwanda ou encore l'Algérie. De cette commission d'historiens, beaucoup nourrissent l'espoir de guérir les nombreuses plaies qui restent à ce jour ouvertes. Vous imaginez ça? Il y a des blessures profondes qui n'ont jamais guéri. Et donc il est question que cette commission permette non pas de créer des rancœurs, non pas de revendications. Non, il n'y a pas de revendication. Il y a la reconnaissance des faits historiques. Moi, j'attends que la France dise un mot de « nous sommes désolés ». Si la mise en place de la commission a été saluée, elle a aussi essuyé quelques critiques quant à son intérêt et à son efficacité afin de résoudre la question mémorielle. Certains ont choisi de ne plus en faire partie après avoir accepté en premier lieu un revirement que Karine Ramondi, coprésidente de la commission, déplore. Il y a des historiens, je l'ai dit, qui sont très brillants. On fera beaucoup de déçus parce qu'on n'a que 14 places. On s'est les sélectionnés pour prendre une métaphore du football. Certains avaient la chance de pouvoir travailler dans cette commission. Ils ont choisi au contraire de ne pas, de plutôt la décrier alors qu'ils avaient donné leur accord de principe. Écoutez, c'est leur choix. Je le déplore. L'un des enjeux de la commission sera de mettre en lumière les événements ayant eu lieu durant la période coloniale et la guerre d'indépendance afin de pouvoir l'enseigner dans les écoles. La commission doit rendre ses travaux à la fin de l'année 2024. La libération de 3 otages en Centrafrique, le calme ces derniers jours au Somaliland et 3 nouvelles personnes poursuivies en justice dans l'accident ferroviaire en Grèce. C'est le reste de l'actualité réalisé par Émeric Torquegnon et Ahmed Chignou. En Centrafrique, 3 agents du Bureau des Nations Unies pour les appuis au projet ont été libérés mercredi. Ils étaient retenus en otage depuis novembre dernier par des hommes armés. Cela fait 4 mois qu'ils étaient en captivité. Les ravisseurs les ont finalement relâchés mercredi. Les ravisseurs avaient conditionné cette libération à celle d'un des leurs en détention à Bangui ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 millions de francs CFA. Difficile de dire si les ex-otages ont retrouvé la liberté à la suite d'un marchandage. Seule certitude, ils ont été libérés suite à des négociations avec le chef du groupe qui les retenait. Les ex-otages se portent bien et ils ont été transférés à Bangui mercredi en début d'après-midi. En Somaliland, un calme précaire régnait ces derniers jours à Lassanod, la ville disputée où l'armée de l'État autoproclamée du nord de la Somalie a affronté pendant une vingtaine de jours des milices locales qui ne reconnaissent plus son autorité. Une médiation éthiopienne toujours en cours a contribué à maintenir un statu quo précaire. Dans une interview sur Al Jazeera,
Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, qui était resté silencieux jusque-là sur la question de Las Anod, a rappelé qu'il était favorable à l'unité de la Somalie et du Somaliland. Seule solution du problème selon lui. En Grèce, le Premier ministre promet la transparence absolue dans l'enquête sur la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts le 28 février dernier. Parallèlement ce jeudi, la justice grecque dit avoir ouvert des poursuites pénales contre 3 autres employés des chemins de fer. Des poursuites qui font suite à l'inculpation du chef de gare. Ces 3 employés sont poursuivis pour le crime de perturbation de la sécurité des transports, d'homicide involontaire par négligence et de lésions corporelles. Ces 3 employés sont poursuivis pour avoir quitté leur poste de travail plus tôt que prévu le soir de la collision frontale entre un train de passagers et un convoi de marchandises à Tampé, à environ 300 km d'Athènes, près de la ville de Larissa. En France, la mobilisation contre la très controversée réforme des retraites se poursuit, et ce malgré l'adoption de l'article 7 qui prévoit l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais depuis mardi, les éboueurs, les agents de la RATP et de la SNCF annoncent des grèves reconductibles. Du côté des syndicats, FO se dit prêt à rencontrer le gouvernement. Le point sur la situation avec Laurent Leleu. C'est une étape importante. Effectivement, le vote au Sénat de l'article qui porte sur le décalage progressif de l'âge de la retraite à 64 ans. C'est effectivement une étape importante, mais certainement pas celle qui sonnera la fin du combat qui oppose le gouvernement à l'intersyndicale qui entend bien continuer la lutte malgré le vote de l'article 7 qui prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans, une mesure phare rejetée par une large majorité de Français. Mais de toute façon, on va durcir, on va devoir trouver d'autres moyens d'expression. Si aujourd'hui la façon pacifique n'est pas comprise, le peuple va s'exprimer autrement, tout simplement. Une menace prise au sérieux par l'intersyndicale qui demande de toute urgence à rencontrer le président de la République. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. Du côté droit de l'échiquier, Marine Le Pen est revenue sur l'adoption par le Sénat de la réforme, dénonçant l'attitude des Républicains qu'elle accuse d'être le principal allié d'Emmanuel Macron. On peut quand même s'interroger sur le comportement des Républicains, et notamment au Sénat, qui deviennent véritablement l'allié principal d'Emmanuel Macron, et même qui sont plus royalistes que le roi. Fort de la mobilisation record du 7 mars, l'intersyndicale a décidé de continuer à mettre la pression dans la rue, avec notamment aujourd'hui la mobilisation de la jeunesse, qui a bloqué plusieurs lycées et universités en France. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a fait ce blocage pour défendre un peu ces mots d'ordre et montrer en fait aux étudiants et étudiantes qu'il faut se mobiliser, qu'il faut rejoindre cette mobilisation. Du côté des transports, la circulation des trains restera au moins jusqu'à vendredi fortement perturbée à la SNCF. Pour ce qui est des terminaux de gaz et des raffineries de pétrole bloqués, selon le secteur pétrolier, aucune pénurie à prévoir pour le moment. Dernière action en date, la CGT qui a coupé dans l'après-midi l'électricité du chantier du village olympique et du Stade de France. Et Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, ne s'avoue pas vaincu malgré la validation de l'article 7 du texte sur la réforme des retraites par le Sénat. Il a appelé de nouveau ce jeudi le président de la République à recevoir les syndicats. Écoutez-le. Président de tous les Français, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Quand il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, des millions de personnes qui sont en grève, 91% de ceux qui travaillent qui disent « cette réforme, on n'en veut pas ». Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le rôle du président de la République ? De jeter de l'huile sur le feu ou de calmer le jeu et de dire « oula, bon, on va regarder, peut-être que je me suis trompé ». C'est ça la question, c'est cette question qu'on lui pose. Mais est-ce que votre stratégie de mettre la France à l'arrêt n'est pas un échec ? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, personne ne peut le contester mardi. Mais je suis très heureux que vous me encouragiez. Je mixe les chiffres du ministère de l'Intérieur et ceux des syndicats. Vous encouragez les syndicats à mettre la France à l'arrêt. C'est pas toujours ce qu'on entend. C'était une formule. C'était une formule. En tout cas, la France, elle est largement ralentie. Et ça va continuer. Et je vous l'ai dit, ça ne peut que s'amplifier si on continue à avoir autant d'indifférence et autant de mépris du côté du pouvoir.
Sur le terrain de la guerre en Ukraine, les forces russes ont mené des frappes massives tôt ce matin à travers tout le pays. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev et à la centrale nucléaire de Zaporijjia a été coupée du réseau électrique. Les autorités ukrainiennes évoquent de nombreuses victimes et disent avoir abattu 34 missiles sur un total de 81 lancés par les Russes. Laurent Leleu pour les détails. Kiev, Kharkiv, Odessa, l'Est, le Sud et l'Ouest de l'Ukraine ont été une nouvelle fois la cible des forces russes qui ont mené cette nuit une nouvelle campagne de bombardements massifs sur les infrastructures essentielles de ces régions déjà meurtries par un an de guerre. À partir de 6h du matin, je me promenais dans le parc. Alors que je rentrais chez moi, une fusée est passée au-dessus de ma tête. C'était très audible et il y a eu ensuite 2 puissantes explosions. J'ai vu qu'elle volait vers la maison et quand je suis arrivé, j'ai vu un grand incendie. Ma voiture était en feu. Il y avait un fort incendie et il était inutile de sauver la voiture. C'était trop dangereux de s'en approcher. Sur les 81 missiles que la Russie a envoyés, l'Ukraine en a abattu 34. Ainsi que 4 drones explosifs Shahed de fabrication iranienne sur 8. Malgré ces interceptions, la moitié de Kiev ce matin n'a plus de chauffage. À Lviv, une frappe a tué au moins 4 civils. Et à Kharkiv, il n'y a plus d'eau et plus d'électricité. Et pendant ce temps-là, les Ukrainiens souffrent toujours un peu plus. Les gens n'ont rien pour cuisiner, pas de gaz ni de lumière, tout est détruit. Je n'ai nulle part où évacuer, je ne veux pas être sans abri. J'ai grandi ici, j'y ai vécu pendant 60 ans. Je veux que tout cela se termine plus vite. Ils doivent se mettre d'accord, ou ce problème doit être résolu d'une manière ou d'une autre. C'est tout simplement insupportable. C'est difficile à dire. Je ne comprends pas comment cela peut se passer au XXIe siècle. Il s'agit d'une sorte de peuple sauvage, de vrais sauvages. Si depuis des semaines les bombardements massifs étaient moins nombreux, cette nouvelle salve russe rappelle aux Ukrainiens que bombarder des installations énergétiques clés pour plonger des millions de civils dans le noir et le froid est un procédé que l'armée de Vladimir Poutine utilise et assume. La FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, a démarré le 2 mars à Dakar au Sénégal. Cette foire, qui est un rendez-vous annuel d'exposition des produits et autres dérivés des filières agricoles et d'élevage, est très prisée par les producteurs locaux qui viennent y vendre leur savoir-faire. Notre correspondant Igor Couton nous plonge au cœur de cette FIARA 2023 à travers ce reportage. Ce n'est pas encore la grande affluence ici. Certains exposants sont déjà sur place. D'autres se font encore attendre. Aujourd'hui, on est à notre 23e édition. Là où je vous parle, on est à 916 exposants à des degrés divers, allant du producteur, transformateur, industriel, structure d'encadrement, services et banques. Vous avez vu, certains tardent à venir, mais ne manqueront pas d'être au rendez-vous d'ici quelques heures. Ce démarrage très timide des activités est en partie dû à la coïncidence de date entre le Salon international de l'agriculture de Paris, qui a accueilli une forte délégation sénégalaise, et la FIARA. Sous les stands, fortunes diverses pour les producteurs. Pendant que certains attendent leurs premiers clients, d'autres se frottent déjà les mains. Il y a des visiteurs qui sont là, qui viennent. Souvent, on le dit, ce sont des produits à base de banane. Ils crient, il y a de la banane, on peut en faire tout ça, oui. On peut en faire avec la banane, on peut tout faire. Mais depuis qu'on a ouvert, je peux vous donner l'exemple de l'Aprovac, qui ont association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie, qui avait amené de la banane. En 2 jours, elle a épuisé le stock des premiers 23 cartons de bananes qu'ils ont amenés. Donc, ils ont épuisé. Et là, demain, ils vont faire venir d'autres bananes. À Jacques, ils sont en train d'écouler leur production. Donc, ce qui est certain, il y a de l'intérêt. Et je sais que les jours à venir, quand l'ouverture officielle va être faite, avec toute la communication qui va être faite sur l'événement, nous sommes sûrs et certains qu'il va y avoir encore plus de monde. Les expositions sont en cours jusqu'au 19 mars, date de clôture de la FIARA 2023. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.